chez le prêtre avec elle. Le prêtre, là, c'est un prêtre aussi de notre quartier là, pour faire un petit exorcisme avec elle. Donc, on verse l'eau bénie sur elle, on prie pour elle. Elle fait crier qu'elle voit des gens venir la taper avec des gros bâtons et tout et tout. Salut et bienvenue dans cette nouvelle story time des histoires mystiques de mon quartier. Aujourd'hui, on va parler particulièrement d'une histoire qui m'a beaucoup touchée personnellement parce que la fille en question était déjà comme une petite sœur, ok? Elle était déjà comme un membre de la famille pour moi. Et sa mort m'a choquée. J'étais choquée quand j'ai entendu qu'elle est décédée et sous ces conditions. Donc, cette histoire, c'était une petite fille aussi très gentille. Elle était fille unique à son père et elle avait un petit frère aussi. Non, je sais pas s'ils étaient jumeaux, mais elle avait soit c'était son grand frère, soit son petit frère. Ils étaient deux. Après aussi, c'était une très bonne amie à mon papa, comme des amis intimes. Elle passait tout son temps chez nous. Elle venait souvent que je la coiffe, Seigneur. Et elle avait les longs cheveux belles. Et j'adorais la tresser parce que ses cheveux étaient longs, soyeux, les cheveux naturels à nos doux. Elle aussi très très intelligente à l'école. Oui, quoi, c'était vraiment comme une petite soeur. C'était l'amie à ma petite soeur, c'était l'amie à ma petite soeur. Mais comme elle venait chez moi, elle venait chez nous pour que je la coiffe. Je l'ai aussi pris comme une petite soeur, quoi. Donc, et comme son papa était aussi l'ami intime à mon père, voilà, on était un peu comme une petite famille. La fille vivait sa vie tranquille. Elle était toujours au primaire, hein? Non, je me trompe. Elle était déjà au lycée. Je sais plus dans quelle classe elle faisait au moment de son décès. Donc, je sais plus, je ne peux pas exactement dire. Donc, et puis un jour, elle tombe aussi malade, on l'amène à l'hôpital. Et pendant les visites à l'hôpital, elle raconte à son papa qu'elle voit des gens venir la taper. Ok? Elle dit à papa que papa, voilà quelqu'un qui vient me taper avec le bâton. Son père regarde et dit que mais où? Il regarde, il ne voit personne. Je ne suis pas en train d'inventer, je n'invente rien du tout. C'est une histoire vraie. On croyait qu'elle était possédée. On est allé chez le prêtre avec elle. Le prêtre là, c'est un prêtre aussi de notre quartier là, pour faire un petit exorcisme avec elle. Donc, on verse l'eau bénie sur elle, on prie pour elle. Elle fait crier qu'elle voit des gens venir la taper avec des gros bâtons et tout et tout. Et pendant qu'on la tapait comme ça, elle perdait les forces. On était en train de la prendre, nos petits. Elle perdait les forces, elle perdait du sang, tout ça. Mystiquement, on la tapait mystiquement, quoi. Mais personne ne voyait. Donc, l'exorcisme chez le prêtre n'a rien donné du tout. Il a juste donné, le prêtre a donné l'eau bénie à son papa de rentrer à la maison et de verser ça dans la maison et aussi parfois d'asperger ça sur elle, de verser ça sur elle et tout. Mais ça ne changeait rien. Parce qu'elle était à sortir de l'hôpital, Et puis, un jour, elle a pu voir le visage de celui qui vient la taper avec le bâton. Elle a dit que papa, voilà tonton tel qui vient me taper avec le bâton. Et son monsieur, le papa dit, mais comment il regarde toujours autour de lui, il ne voit pas. Et comme c'était un ami intime à mon papa, et j'espère que l'histoire ne va pas me créer des problèmes. Mon papa le conseille alors d'aller regarder. Quand on vous dit dans la tradition baniki, quand on sait que quelque chose n'est pas normal, on sait que c'est un truc mystique, on va regarder ou on va chez un praticien avec l'enfant pour travailler sur elle. Mais le père de la fille c'était quelqu'un de très chrétien, quelqu'un qui croyait beaucoup en Dieu, donc il croyait que la guérison de sa fille va venir de Dieu, quoi. Il disait ah laisse ça, laisse. Je vais prier, je vais rentrer prier pour ma fille, on va prier pour ma fille. Elle va guérir. On organisait toujours les séances de prière. Plus il perdait le temps, plus on la prenait, quoi. Plus on la prenait, on la suçait. On priait pour elle, on organisait des séances de prière pour elle, mais rien. Je dis bien, rien ne se passait. Elle continuait de tomber malade, ça s'aggravait. Et elle continuait de dire à son père qu'elle voit tonton tel venir la taper avec le bâton. Chaque fois, il vient la taper avec le bâton,
une grosse latte. Bon, comme son père c'était un têtu, qui ne voulait pas comprendre que les trucs comme ça là, il faut, parfois il faut aller chez quelqu'un qui peut aller dans le mystique, c'est un truc mystique. Donc du coup, parfois le prêtre ne peut pas aider, parfois le prêtre, les prières n'aident pas. Il faut aller travailler sur l'enfant. Non, lui n'a pas compris ça. Et comme il a perdu le temps comme ça, le dernier jour de sa maladie, elle a encore répété la même chose à son papa, que voilà quelqu'un qui, voilà, tonton tel qui vient le dossier avec 2 personnes encore me taper avec le bâton. Donc dès qu'elle a dit ça, c'était fini quoi. Ça, c'était ses derniers mots, c'était fini. Elle est morte. Hey Seigneur. Mais parce que l'histoire là m'a choquée. Ouais, le papa là ne faisait pas la têtutesse que Dieu, la petite fille là serait encore en vie. Je vous assure, la petite fille là serait encore en vie. Donc elle est morte comme ça et son corps a gonflé. Vous savez, quand on prend quelqu'un de la sorcellerie, soit il y a toujours une partie du corps qui va être bizarre. Soit c'est le ventre qui gonfle, soit c'est ceci qui fait ceci, soit les poumons pourrissent. Bref. Et c'est une nouvelle qui s'est répandue dans toute la ville. Je peux dire dans toute la ville. Et les gens savaient qui c'était, qui a fait ça, qui a pris la fille la fille là dans la sorcellerie. C'était son oncle. Donc c'était le grand frère à sa mère qui l'a tué. Ou c'est pour plus de richesse. Tu sais que les gens là, ils vendent comme ça là dans le forme là, c'est toujours pour l'argent. L'argent là, même tu regardes, tu ne vois toujours pas c'est où. Donc, c'était l'oncle de sa mère qui... pardon, c'était le grand frère de sa mère qui l'avait vendu. Et c'était, je crois... La période là, je crois que c'était la période de Noël. Je crois que Noël approchait déjà. Noël approchait déjà et puis on l'a pris comme ça dans la sorcellerie. Et on a conseillé encore au papa de gâter le corps. On lui a demandé de gâter le corps parce que quand on prend quelqu'un dans la sorcellerie, il meurt physiquement dans le monde, dans notre monde réel même, mais spirituellement, elle va travailler. Elle va travailler pour eux mystiquement, elle va travailler pendant les années jusqu'à ce que Dieu l'appelle maintenant, jusqu'à ce que son jour même arrive et puis elle part. Donc c'est une nouvelle qui nous a choqués. Quand je dis bien que la petite fille était comme un membre de la famille pour nous, et on a pleuré. Et Seigneur, je n'arrivais pas à croire que merde, comment elle a fait pour partir comme ça là. Et Seigneur, belle, les cheveux longs, et quand je parle comme ça, son visage revient encore dans ma tête. Seigneur, elle est partie et comme je dis, on a demandé de gâter le corps. Maintenant, je ne sais pas, comme son papa c'était un papa aussi têtu, qui ne croit pas au truc comme ça. Je ne sais pas si on a gâté le corps ou pas, mais bon, je ne sais pas, dans chaque village, dans chaque région au Cameroun, chaque région a sa tradition. Moi, je sais que chez les Bamileke, on gâte le corps, on va couper le corps et mettre le sel partout sur ça. Le sel. Je ne sais pas où le sel là, c'est à quoi, on ne sait pas. Et dans d'autres traditions, dans d'autres régions, je ne sais pas, c'était aussi des gens de la côte comment on les appelle, les Mbo. Non, c'était pas les Mbo. Oui, c'était les Mbo, ouais. C'était les Mbo, les doigts là, je ne sais plus trop. Elle était beau, doigt là, comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux là-bas avec leur tradition, mais voilà, il fallait vraiment absolument gâter le corps pour que la fille qu'elle meure réellement, quoi, parce qu'elle n'était pas réellement, quand elle dit qu'elle n'est pas réellement mauvaise, c'est qu'elle partait être esclave quelque part, quoi. Donc, je ne sais pas ce que ils ont fait avec le corps, mais l'histoire là. Et son frère, il restait, il pensait à elle, il a pleuré. Et son frère faisait pitié. Il a pleuré. Chaque fois, il prenait l'album photo, il regarde sa soeur, il parle. C'est ça le truc que j'entends. Quand tu sais que quand tes parents sont au salon là, en train de faire un petit congo ça là, tu tends un peu l'oreille comme ça, tu vois. Ce sont les trucs qu'il racontait à mon papa et je tendais aussi mon oreille comme ça. Donc, il racontait à mon papa que son frère n'arrive plus à dormir. Il passe son temps à regarder l'album photo avec sa soeur. Il n'arrive pas à y croire et tout. Et il ne fait que regretter que, oh, j'aurais dû écouter ton conseil, j'aurais dû aller là-bas. Tu avais raison, j'aurais dû écouter ton conseil. Mais il était il y a trop tard, quoi. Et le monsieur, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Mais non, sa relation avec l'église n'était plus pareille, tu vois. Il partait toujours à l'église,
Mais ce n'était plus comme avant. C'est quelqu'un de joyeux. Quand tu le voyais comme ça, quand on faisait la quête à l'église, mon frère, il se lève, il danse pour aller faire la quête. Joyeux, mais il a perdu toute sa joie. Depuis qu'il avait perdu sa fille, il a perdu toute sa joie. Il se sentait coupable que peut-être il a laissé sa fille mourir pour rien. C'était plus quelqu'un de joyeux. Quelqu'un qui passait, à chaque fois qu'il passait devant notre barrière, il me voit, il va, hé, ça va, papa est là et tout, et tout. Il va s'arrêter avec un grand sourire. Il n'était plus comme ça, quoi. Il avait perdu tout son éclat, toute sa joie de vivre, il avait perdu. Tu le voyais même en route, tu le saluais, il répondait seulement comme ça. Ça va, ça va. Pourtant avant, et quand tu le voyais, hey, ça va, hey, ça va l'école, ça va, papa est là et tout, et tout, et tout. Messieurs, ouais. Ou on a fait quoi de l'oncle là, ou je ne sais pas. Sûrement, on a encore dit que méfiez-vous de celui-là, c'est quelqu'un de très dangereux dans la famille. Comme l'autre a dit dernièrement dans le commentaire que c'est, on va les arrêter. On arrête les gens là seulement quand il faut des preuves, vraiment, il faut des preuves concrètes, quoi. Mais déjà, tu as dit que non, celui-ci a vendu ma fille dans la sorcellerie, arrêtez-le. Qui va l'arrêter? On ne peut pas l'arrêter comme ça. On va seulement dire que méfiez-vous de lui. Et le jour où il n'aura plus personne à vendre, c'est lui aussi qui part. Donc, c'était un peu ça, la story time. Ça m'avait tellement choqué. Et la façon dont l'homme là s'est transformé, c'était plus lui, quoi. C'était plus pareil. La vie, c'est... ouais, un moment tu es joyeux, un autre moment tu perds ta joie. Il a sombré comme ça dans la dépression, mais maintenant, même venu chez nous, il venait aussi maintenant rarement. Il venait maintenant rarement et voilà quoi. Je sais pas ce que son frère là est devenu aujourd'hui, mais bon, c'était un peu ça l'histoire. Oh là là, j'avais choqué, ça nous avait choqué. J'ai pleuré la petite fille là, hey, comme c'était... le cœur, je sentais ça dans mon cœur, non. Bon, la deuxième story time, c'est une story time un peu des faits divers étranges, genre, c'est qu'un jour on était nous assis au salon, hein, dans chaque maison là, tu es assis au salon, et puis tu entends l'éclair, on coupe la lumière revient, on va retrouver une femme sous le poteau. On dit que c'est une femme qui a fait l'accident pendant qu'elle faisait son voyage de nuit. Vous connaissez ce qu'on appelle les avions de nuit, non? Et on dit qu'il y a souvent les gens qui voyagent dans les boîtes de sardines la nuit là pour aller faire le travail de massacre là. La femme là alors c'était... je vais faire en sorte de ne pas trop donner des détails. Mais bon, c'était une enseignante. Voilà, ok, c'était une enseignante. Elle était aussi mariée à un enseignant. Et la femme là, elle a atterri comme ça là sous un poteau. C'est un poteau électrique et directement tout le quartier est sorti quoi, parce que le bruit que ça a fait, ça a résonné dans le quartier. Ça coupe dans la lumière, se coupe, après ça revient. On peut retrouver une femme sous le poteau avec, je sais pas si elle avait les vêtements ou pas, parce que moi je n'ai pas vu, j'ai seulement vu, j'entendais seulement les gens courir. Voici madame telle. Les gens ont couru. Allez regarder, on a vu que c'était elle qui était sous le poteau, elle a fait un accident, on a dit que c'était le voyage de nuit, quoi. C'était un peu le premier fait d'hiver là. Donc on accusait aussi cette femme de sorcellerie, on accusait qu'elle envoie souvent, elle avait envoyé les bandits venir poignarder son mari et tout ça, que c'était elle et tout, je ne sais pas pourquoi. On l'accusait, mais c'était vrai. Bon, maintenant, l'affaire que le voyage de nuit, elle a voyagé dans la boîte de sardines, elle a atterri là, l'autre là, il ne sait pas, mais c'est que c'est elle qu'on avait vue sur le poteau là-bas électrique. Maintenant, je ne sais pas si c'était son voyage de nuit, mais je sais quand même que elle faisait partie d'une église là. Déjà l'église de réveil bizarre. Je ne sais pas, c'était déjà des églises de réveil bizarre là. Le comble, c'est que quelques semaines après son accident sur le poteau là, je vous ai raconté que j'étais tombée malade. Non, j'étais tombée malade, j'avais la typhoïde. Je dis que la période des événements se sont produits comme ça. Les événements se sont produits, il y a eu tellement d'événements pendant ma maladie là, quand j'avais la typhoïde. J'étais à l'hôpital, elle est venue me rendre visite. Est-ce que je pouvais alors fuir? Je n'ai pas fui, on ne la fuyait pas, on savait qu'elle est comme ça. Elle envoie les bandits, les gens, les braqueurs poignarder son mari, braquer son mari. Son mari, on l'a poignardé jusqu'à ce que ses intestins étaient sortis. Hein. C'était sorti, je ne sais pas ce qu'on a remplacé là à l'intérieur, mais en tout cas,
Je pense qu'il était même décédé. Hein. Il était décédé dernièrement. Mais il vivait maintenant avec, je crois, la sonde, avec un truc. Il n'avait plus d'intestin, quoi. Que c'était elle qui avait fait ça, qui avait monté le coup pour qu'on poignarde son mari. Donc, elle est venue me rendre visite à l'hôpital. Je sais même pas, elle est venue. Oui, j'étais couchée là. Ma mère n'était pas là, il n'y avait personne. Moi, j'étais sur mon lit d'hôpital, seule. Et je crois qu'il y avait aussi d'autres lits là-bas. Il y avait aussi d'autres personnes couchées près de moi là-bas. Et elle est venue me rendre visite, me demander si ça va et tout et tout. Je pouvais alors fuir. Il ne pouvait pas m'enfuir. J'ai dit on ne la fuyait même pas d'abord le quartier. J'ai dit on la fuyait pas. On savait qu'elle était comme ça, mais on ne la fuyait pas. On savait juste que c'est une femme, il faut se méfier d'elle. Elle est venue me rendre visite. Ah, j'ai accepté, non. Elle a fait quelques minutes là. Après, elle s'est levée, elle est partie. C'était la toute dernière fois qu'elle... C'était la première, la dernière fois qu'elle me rend visite, quoi. Et ma mère est venue, je lui ai raconté. Il fallait que je dise à ma mère quand même. J'ai dit à ma mère que madame, elle est venue ici là me rendre visite et tout. Elle, ah, n'est-ce pas? Parce que tout le monde savait que la femme là, c'est une dangereuse. Méfiez-vous d'elle. Donc c'était ça la deuxième story time, les faits divers de mon quartier. J'ai dit, si je me rappelle encore de plein d'autres faits divers, non, je vais venir vous raconter. Je vais vous raconter toutes les histoires qui sont passées dans mon quartier. Donc on s'est dit, non, on s'est dit à la prochaine pour d'autres story time.